Bonjour. Déjà, merci pour l'invitation. Moi, j'ai appris plein de choses, donc je vais essayer d'être aussi pédagogue que mes collègues. Et effectivement, on va parler d'intelligence artificielle. Donc moi, je suis délégué général de ClassCode, qui est une association qui produit des contenus libres pour former des enseignants et des animateurs sur la question de la pensée informatique, dont l'IA ou encore l'impact environnemental du numérique. Et je suis chef de projet à la Nantes Université, donc dans une chaire UNESCO qui s'appelle RELIA, donc pour ressources éducatives libres et intelligence artificielle. Donc c'est plutôt une approche universitaire que je vais vous proposer. On travaille sur des projets de recherche et des projets européens, notamment avec le ministère de l'Éducation nationale pour la formation des enseignants à l'IA. Mais vous allez le voir, on a des enjeux communs avec les entreprises, avec les salariés et finalement avec tout citoyen, puisque la question de l'IA impacte notre société. Et c'est plutôt l'approche que je vais vous proposer aujourd'hui, donc de parler des impacts à la fois sur les métiers, mais surtout sur les compétences. Donc je me suis donné quelques objectifs assez simples. Ce sera déjà de comprendre ce que c'est que l'intelligence artificielle, à quoi ça sert, à quoi ça peut servir, donc les capacités et les limites, les impacts sur l'emploi, les métiers et les compétences, et finalement d'essayer de faire en sorte que vous puissiez avoir tous les éléments pour savoir si ce type de système peut vous être utile ou être utilisé dans votre entreprise. En sachant que je ne vais pas aborder des solutions propriétaires techniques spécifiques, parce que comme vous allez le voir, le champ de l'intelligence artificielle, c'est extrêmement large. Et en gros, les solutions sont spécifiques au type d'activité. Donc l'idée, c'est que vous puissiez avoir la vision globale pour vous repérer là-dedans et avoir des critères de décision concernant cette technologie. Donc pour le moment, sans doute que l'IA dans votre esprit, ça ressemble un peu à ça. Donc un gros mélange de mots, de concepts, de choses que vous avez vues, lues. Voilà, il y a des mots connus, il y a des marques, il y a des concepts, des choses qui reviennent. Voilà, le test de Turing, les prompts, le deep learning, voilà, un peu tout ça mélangé. Et la première chose qu'on peut faire, c'est déjà de tenter de les réorganiser en séparant ce qui va être de l'ordre des concepts informatiques. Donc finalement, il n'y a pas beaucoup de concepts nécessaires pour commencer à parler d'IA. Il faut comprendre ce que c'est qu'un algorithme. Donc l'algorithmie, aujourd'hui, on l'aborde en école primaire et on emploie ça d'une manière très simple. On prend l'exemple de la recette des crêpes. Voilà, faire des crêpes, c'est suivre un algorithme. J'ai ma recette, je prends mes éléments, je vais prendre mon nombre d'œufs, je vais suivre, je vais mélanger jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de grumeaux et je vais obtenir à la fin de ma recette et de mon processus, en suivant les étapes, j'aurai mes crêpes. Il faut que je comprenne les algorithmes, mais il faut que je comprenne la notion de données. Une fois que j'ai ça, je peux commencer à parler de ce traitement des données par des algorithmes et qui peuvent être des modèles d'intelligence artificielle. Quand j'ai plein de données et puis que je les impacte, on en a parlé tout à l'heure, je vais avoir ce qu'on peut dénommer comme la big data. Et c'est ça aussi qui a accéléré le développement de l'intelligence artificielle dans les dernières années et qui a un impact important pour les entreprises, c'est qu'on génère de plus en plus de données numériques et que le traitement de ces données par des algorithmes sont ce qu'on peut appeler des systèmes d'intelligence artificielle. Donc je passe sur certains autres, mais qui sont encore une fois des concepts informatiques. Le test de Turing, vous en avez peut-être entendu à nouveau parler au sujet de ChatGPT. Le principe de boîte noire, les prompts, etc. Des architectures, donc cette fois-ci des manières d'organiser ces données par des algorithmes, qui sont finalement des manières historiques. Parce que vous allez le voir, l'intelligence artificielle, le concept, il date des années 50. Donc en gros, c'est une technologie qui a plus de 70 ans et qui évolue, qui a eu des hauts, des bas, des accélérations, des transformations, à chaque fois avec des découvertes, des nouvelles applications. On en a une récente, là vous l'avez sans doute remarqué, on est à nouveau dans un pic spécifique avec un type d'architecture particulier qu'on appelle les IA génératives. Mais on a toujours parcouru cette accélération, ces attentes, ces découvertes. Et finalement, c'est cette histoire longue qui fait que c'est difficile à définir parce que c'est juste une grosse famille d'outils avec plein de manières de faire différemment du traitement de données. Donc du traitement automatisé, le deep learning, c'est l'utilisation de réseaux de neurones, donc c'est aujourd'hui sans doute ce qui impacte le plus.
les IA génératives qui sont plus récentes. Mais voilà, c'est les types d'architecture que vous pouvez choisir et qui ont une importance parce que quand vous choisissez une solution d'IA, finalement, c'est ça que vous allez regarder. C'est quels sont vos critères et quelles sont vos exigences. Et c'est ces exigences-là qui vont définir l'architecture que vous allez utiliser. Dans certains cas, par exemple, vous avez juste besoin d'efficacité. Dans d'autres, vous allez avoir besoin d'explicabilité. Et c'est en gros cette balance-là entre ces deux critères qu'on essaye de faire quand on choisit une solution d'IA. Si je suis en médecine, par exemple, et que je veux faire de la prédiction sur un risque de tumeur cancéreuse, par exemple, j'ai envie que ce soit précis. Mais j'ai aussi envie de pouvoir dire pourquoi je pense à 90% ou 95% que cette cellule-là ou cette image-là est probablement une tumeur, par exemple. Et en gros, cet équilibre-là, c'est à chaque fois un choix où je vais devoir faire des sacrifices. Puisque ce qui est embêtant dans ces systèmes, c'est que plus je veux d'explicabilité, plus j'ai besoin de justifier chaque micro-décision, et moins bien ça marche. Si je le laisse faire et que je le laisse décider, et qu'il va me donner des critères qui ne sont pas forcément compréhensibles conceptuellement ou pour moi d'ordre voilà, de compréhension humaine, ou qui seront une succession de micro-décisions tellement petites qu'elles ne représentent rien pour moi, ça va mieux fonctionner. Mais dans certains cas, j'ai besoin d'explicabilité, j'ai besoin de remonter dans mon arbre de décision. Donc on le reverra tout à l'heure. Je vous ai mis quelques outils, forcément la liste n'est pas exhaustive, mais c'est pour vous montrer la variété de ce qu'on peut appeler des systèmes contenant de l'intelligence artificielle. Donc Midjourney qui génère des images, DALL-E aussi, Stable Diffusion, Bard, Bing et ChatGPT sont les fameuses IA génératives de texte dont on parle beaucoup en ce moment. Copilot, ça génère du code. Llama et Alpaca, ce sont deux modèles très récents aussi qui ont été distribués par Meta et qui sont aussi des générateurs de texte. DeepL, c'est un traducteur. Google Lens, vous l'avez peut-être déjà utilisé. Voilà, ça fait de la traduction. Vous êtes au Japon, vous prenez les photos dehors, il va vous traduire tout ce que vous voyez en réalité augmentée. Vous pouvez scanner des gens et vous allez avoir leurs vêtements et comment les acheter directement sur Internet. Bloom, c'est un système européen, donc j'essaie de varier un peu. Watson, c'est de la prédiction aussi, donc c'est utilisé notamment en médecine, et le but c'est voilà, j'ai un ensemble de données, je vais essayer de prédire des informations en avance. Et TikTok ou Snapchat ou Insta, voilà, mettre des oreilles de chat sur une photo, c'est aussi de l'intelligence artificielle. Donc en gros, c'est compliqué de se retrouver parce que c'est très vaste. Et donc je vous donnerai une définition tout à l'heure, mais il n'y a pas vraiment de règles d'architecture. À partir du moment où on a un algorithme qui traite des données et que ça produit une action intelligente ou qu'on peut relier à de l'intelligence humaine, on peut parler d'IA. Et j'ai mis quelques éditeurs aussi, donc OpenAI qui a distribué ChatGPT, Microsoft ou Azure que vous connaissez peut-être plus, Google, Meta. Il y a des projets européens, il y a des éditeurs tiers, il y a des développements aussi en open source, il y a toute l'application ou le traitement de ce qu'on appelle les API. Donc OpenAI, ChatGPT, vous pouvez aller sur le site et avoir du texte, mais vous pouvez aussi utiliser l'API dans d'autres applications. Et aujourd'hui, il y a beaucoup, notamment de plugins, d'add-ons, d'extensions pour navigateurs, qui utilisent ces API-là. Et donc, en gros, une grosse variété de services qui vient de ce qu'est capable de générer ChatGPT, mais qui est fait et produit par d'autres éditeurs. Et c'est une chose intéressante aussi parce qu'aujourd'hui, OpenAI a un gros pouvoir justement de négociation, ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui avec la plupart des pays européens. Mais l'innovation, elle repose aussi sur l'utilisation de ces API. Et aujourd'hui, les petits éditeurs, ces extensions-là, elles ont à peu près 6 mois d'avance en termes d'innovation sur OpenAI, parce qu'elles utilisent de manière créative cette application. Donc une petite tentative de définition de l'intelligence artificielle, j'en ai mis 2 pour le prix d'une. Donc l'intelligence artificielle, c'est l'ensemble des théories et des techniques qui sont mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence humaine. Donc on a bien cette idée de l'ensemble des théories et des techniques, pas une architecture, pas quelque chose de défini. Et ça, c'est lié aussi à cette longue histoire de cette technologie-là. Donc des machines, pas des robots, des machines.
et de simuler ou de se rapprocher de l'intelligence humaine. L'autre définition est encore plus large, donc pareil, ensemble de techniques permettant à des machines d'accomplir des tâches et de résoudre des problèmes qui sont normalement réservés aux humains ou à certains animaux, puisque l'intelligence n'est pas le propre de l'homme. Donc c'est assez frustrant comme définition, parce que vous voyez, c'est large, on n'en sait pas beaucoup plus, et finalement il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer dedans. Et c'est vrai, c'est une partie du problème. L'Union européenne, par exemple, a essayé d'enlever ou de simplifier, en enlevant les termes qui étaient problématiques, notamment celui d'intelligence. Parce que là, on est en train de définir un truc compliqué avec deux trucs compliqués, qu'on ne sait pas très bien définir non plus. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un gros ensemble et que on va le définir comme intelligence artificielle. On peut, à partir du moment où ça produit une action que nous, on estimerait être à la portée ou la hauteur d'une intelligence humaine. Et après, ce qui est important, c'est de s'intéresser à comment c'est fait, à l'architecture, à la manière dont cette intelligence ou cette génération de connaissances émerge. Donc qu'est-ce que ça change du coup concrètement ? Déjà, on peut redire qu'effectivement, l'intelligence artificielle, c'est déjà une question actuelle. Ça fait même plusieurs années. Là, on en reparle avec les IA génératives, avec ChatGPT. Mais avant, ce qu'on appelait l'IA en entreprise ou nous en éducation, c'était pas l'IA générative, c'était pas la génération de texte. Il y avait plein d'autres applications qui sont déjà en place depuis une voire plusieurs décennies. Donc là, j'ai mis quelques exemples par secteur d'activité. Mais voilà, vous allez retrouver en gestion de biens, en données médicales, en évaluation de crédit, la gestion des risques et la prédiction, la médecine prédictive, l'aide au diagnostic, en justice avec les smart contracts, c'est aussi une partie qu'on peut ranger dans la catégorie de l'intelligence artificielle. L'aide à la conciliation qui est très présente aux États-Unis, moins chez nous, mais aux États-Unis, il y a des bots pour la plupart des conflits mineurs faciles à résoudre. On met les deux personnes en face à discuter avec un bot. Ils ont une projection. Bah voilà, c'est des textes de loi, on a les jurisprudences. Dans tel cas, vous avez 70% de chance de perdre votre procès, de devoir 10 000 $. On donne la même chose à l'autre personne. Est-ce que vous voulez négocier maintenant ? On sépare en deux, tout le monde est content, et on évite d'engorger les tribunaux. Pour plein d'affaires, ça marche très bien. Et c'est un peu la même logique que pour les assurances. Les véhicules autonomes, la prédiction des flux, ça c'est aussi énorme, que ce soit pour le transport maritime, fluvial, même à l'échelle d'une ville, pour la gestion par exemple des camions poubelles. Et le but c'est ça, c'est de faire de la projection et de la prédiction sur les flux de transport. Et en éducation, on aura l'adaptative learning, donc c'est l'enseignement adapté ou individualisé. J'ai des exercices en fonction de ce que je veux apprendre, mais aussi de mes connaissances, voilà, des fautes que je peux faire, des points que je dois travailler. Ou le clustering, donc ça on le retrouve dans plein d'autres champs, ce qui est la manière de faire des groupes et d'avoir justement un traitement, j'ai plein de données et d'informations sur un groupe de personnes ou d'éléments, et je veux essayer de les séparer et de faire des décisions. En gros, ce que fait l'IA de toute façon, c'est prendre une décision et elle a plein de points mélangés qui sont les données et elle doit faire du tri là-dedans. Donc le principe de l'IA, c'est de faire de la discrimination. C'est pour ça qu'elle est conçue. Et c'est ça qui va devoir porter notre intérêt, c'est comment je fais cette discrimination de manière cohérente, sans mettre des gens de côté, sans avoir des biais dans mes données, et en pouvant expliquer pourquoi j'ai fait tel ou tel choix. Donc du point de vue de l'emploi, c'est pas non plus quelque chose de nouveau. Donc là, je vous ai remis voilà, la mécanisation, parce qu'on peut parler de la révolution de l'IA, c'est souvent ça qu'on voit comme terme. Donc on peut la comparer à la révolution industrielle, par exemple. Donc la main-d'œuvre pour l'agriculture, on est passé de 90% à 4% de la population pour produire le même niveau de ressources. Le temps de travail a été presque divisé par 2 en un siècle. On peut dire qu'une partie des tâches sont plus faciles, plus rapides, plus sûres. Et l'idée, c'est de remplacer des humains par des machines plutôt que de transformer l'homme en robot. Donc si on compare ça à la révolution industrielle, on est sur quelque chose qui est dans la continuité d'une technologie qui va baisser aussi le temps de travail,
qui va redéfinir une partie des compétences. Et c'est un peu ce qu'on voit dans... Donc là, je vous ai mis une petite sélection de mes chiffres préférés, qu'on voit souvent aussi, donc de Pôle emploi. Donc, j'ai mis les sources, hein, mais voilà, c'est vraiment des projections larges et qu'on voit souvent et qu'on a du mal à se représenter, dont le fameux 85% des emplois de 2030 n'existent pas encore. Ça, on le voit très souvent. Les emplois automatisables et les fameux emplois détruits. Donc ça, c'est ce dont on va parler. Moi, par exemple, je ne parle pas d'emplois qui disparaissent ou de transformation des emplois. Je parle juste de transformation des compétences. C'est les compétences qui changent. C'est les compétences qui sont directement concernées par ces technologies-là. Après, effectivement, si on ne modifie pas ou si on n'adapte pas ces compétences, les emplois, eux, vont être directement concernés s'ils n'évoluent pas. Et les questions qui sont liées, du coup, la part de déversement, donc le transfert des métiers d'un secteur vers un autre. On va sûrement avoir des mouvements, des choses qui vont bouger, puisqu'il faut moins de temps, moins de travail, donc potentiellement moins de personnes pour faire les mêmes tâches. On devrait avoir un effet de transfert. Certains métiers vont-ils disparaître et est-ce qu'on peut prédire ceux qui seront les plus touchés? Et surtout, la question la plus importante, du coup, sur quelles compétences on devrait parier? Quelles sont les compétences de demain et qui nous distinguent des machines et des risques entraînés par ces systèmes d'intelligence artificielle. Donc ça, c'est un extrait d'une étude qui est faite par OpenAI sur ChatGPT. Vous allez me dire, il y a sans doute plus objectif que l'entreprise elle-même qui fait une étude, même si c'est avec une université, sur son propre système, et c'est pour ça que je l'ai mis. Donc quelques extraits, notamment, voilà, 80% des métiers verront au minimum 10% de leurs tâches transformées par l'intelligence artificielle. Et pour 19% de ces métiers, le nombre des tâches impactées sera de 50%. Donc là, on parle de ces fameux LLM. Là, vous l'avez là, ça veut dire Large Language Model. Et en gros, c'est la dénomination de ces générateurs de texte plus récents, donc GPT-3, ChatGPT, Bing, Bard, etc. Donc les fonctions qui dépendent fortement des sciences de l'esprit critique présentent une corrélation négative avec l'exposition aux grands modèles de langage, tandis que les compétences en programmation, en rédaction, seront impactées par les LLM. Donc ça, c'est la manière dont OpenAI essaie de prédire quels champs de compétences vont être impactés, et forcément, ça paraît logique, tout ce qui est de l'ordre de l'automatisation, ou proche de l'automatisation, même intellectuelle, est plus fortement impacté par ces générateurs de texte-là. Et l'autre petit extrait, je vous l'ai mis ici, parce qu'il est intéressant, c'est, donc vous avez peut-être entendu parler de ça, ils ont refait d'ailleurs ça à la rentrée, ils ont testé le succès de ChatGPT sur des épreuves scolaires, et c'est quelque chose d'intéressant parce que ça devient un indice de benchmark. C'est-à-dire que la manière dont OpenAI fait du benchmarking, fait de l'évaluation des performances de son système, c'est sur l'éducation, c'est sur les concours, et donc du coup, c'est sur des compétences spécifiques liées à des métiers et qui sont évaluées lors des études. Même extrait du même rapport, la liste, donc je ne les ai pas tous mis, hein, parce que c'est vraiment une grande liste, j'ai fait une petite sélection. À gauche, les métiers qui sont probablement plus impactés par les systèmes d'intelligence artificielle comme ChatGPT, et à droite, ceux qui seront probablement préservés. Alors, quels sont les... Voilà, on peut jouer au jeu des 7 différences. Est-ce que vous voyez quelque chose émerger ? Donc forcément, à droite, on voit voilà, une majorité de métiers manuels, techniques, d'artisanat, de précision, d'adaptation aussi, qui répondent à plein de cas particuliers. On se doute bien, hein, vous êtes couvreur, voilà, c'est une maison particulière, un toit particulier, quelque chose à réparer, il faut monter, il faudrait des compétences d'évaluation, de déplacement. Faire ça par une machine, c'est vraiment pas quelque chose d'évident. Si vous avez déjà vu les championnats du monde de robotique, c'est assez ridicule, hein. Les épreuves, c'est servir un verre d'eau, brancher une prise de courant,
c'est de ce niveau-là, parce que ça, en fait, ça nécessite une coordination. Donc, c'est de la robotique, ça reste physique et complexe, c'est pas une question d'intelligence. Mais voilà, sur le fantasme du robot qui va tout faire, on est clairement assez loin. Parce qu'il y a beaucoup de tâches multiples à faire en même temps. Alors que si on prend voilà, secrétaire juridique ou même avocat, bah voilà, un avocat, il fait quoi? Il a des textes de loi, donc il analyse du texte qui est bien rangé, il est même fait pour ça, qui a des références, il a des cas de jurisprudence, il compare des choses, donc il compare des données, il rédige des rapports, il génère du texte ou de l'argumentaire, tout ça c'est complètement automatisable. Ce qui n'est pas automatisable, c'est expliquer correctement les choses à son client, faire du suivi, lui expliquer ce qui va se passer, éventuellement le rassurer, l'accompagner, chercher des informations, voilà, des compétences dont on sait tous que les avocats sont extrêmement doués pour faire tout ça. Et c'est ça en fait que ça indique. Cette transformation des compétences, elle va nécessiter des changements où on va se dire, ok, mes compétences principales, celles qui me distinguent de la machine, elles sont plus forcément celles qu'on attribue à mon métier. Et effectivement, les avocats devront peut-être mettre plus de temps à faire ça, de l'accompagnement client, à être précis, à être pédagogue, à pouvoir accompagner vraiment sur la durée, à prévoir les étapes et être clair vis-à-vis de leurs clients. Et ça nécessite un changement important pour eux. Et là, pour le coup, je pense une grosse partie d'acquisition de compétences spécifiques. Voilà, on a le comptable, je n'avais pas vu. Donc je vais vous donner quelques exemples. Donc là, l'objectif c'était de donner des cas concrets d'usage et de présenter un petit peu le fonctionnement de ChatGPT. Donc par curiosité, qui a du coup déjà testé, bidouillé ou s'est amusé avec ChatGPT? Ok, petite moitié. Et qui l'a fait dans le cadre de son métier, de son emploi ou pour des tâches professionnelles? Ah, quasi les mêmes. Ok. Parfait. Bon, j'ai pris quelques exemples, j'ai dû faire des choix. Donc juste en introduction, déjà on peut définir un peu ce que c'est que ce truc que ChatGPT. Donc GPT c'est pour Generative Pre-trained Transformer. On commence par la fin, Transformer c'est l'architecture qui permet l'analyse du langage. Il y a un mot que vous avez peut-être entendu dans vos lectures ou ailleurs, c'est le mot token. Et en gros les tokens c'est à la fois ce qui est utilisé comme mot pour compter le nombre de crédits, on va dire, de traitement dans la génération, mais c'est aussi la manière dont il sépare ou analyse les phrases que vous lui donnez. Et donc il sépare ça d'une manière, encore une fois, qui n'est pas forcément conceptuellement humaine. C'est ni des mots, ni des phrases, ni des lettres. C'est un peu tout ça, et ça dépend, et c'est pas toujours dans le même ordre. Mais voilà, en gros, il hache les informations, et c'est ça qu'il va traiter. Donc Transformer, c'est l'architecture qui lui permet de traiter le texte. Pré-train, c'est pour pré-entraîner. C'est un modèle qui a été pré-entraîné avant, donc il est passé par une phase d'apprentissage. Ça, c'est le cas de toutes les IA. Le principe, c'est qu'on utilise les données, pas forcément pour les traiter directement, on va aussi utiliser les données pour lui apprendre des choses. Donc on lui donne des exemples. Et générative, parce que son rôle, c'est de générer. Et là, de générer du texte. Donc sa seule fonction, c'est générer du texte, et c'est à ça qu'on doit servir les données d'apprentissage. Donc on évalue, ce dataset d'apprentissage, on estime qu'il représente à peu près 300 milliards de mots. Donc dedans, il y a un peu de tout, hein. Il y a tout Wikipédia, il y a du Reddit, donc des gens qui parlent, des commentaires. Il va y avoir des textes religieux, parce qu'ils sont traduits dans plein de langues, donc ça permet d'avoir des équivalences. Voilà, il va y avoir des pages web prises un peu au hasard. Le but, c'est d'avoir un sample, en gros, de rédaction humaine. Et ce dataset, il sert à ça. Voilà à peu près comment les humains parlent, entraîne-toi là-dessus et fais pareil. Et c'est exactement ce qu'il fait. Il parle à peu près comme un humain, mais il n'a pas les connaissances liées. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas comme une base de données. Les données d'apprentissage, ce n'est pas une grosse bibliothèque où si on lui parle de tel sujet, il va dire « Ah oui, ça je l'ai lu quelque part, je vais prendre le bon bouquin dans le bon rayon ». C'est vraiment, il a appris à parler à peu près comme ça, et si on lui parle de ce sujet-là, eh ben les mots de vocabulaire, le discours qui concerne ce sujet-là, c'est pareil, à peu près ça.
Et donc il va se situer un peu dans des bulles de proximité de discours. Donc la manière de représenter ça, un peu plus mathématique, c'est comme si on avait voilà, un gros environnement en 3D, une grosse bulle de mots. Et si on lui parle d'un sujet précis, et ben il va se situer à un endroit précis de cette bulle avec des mots qui sont plus ou moins proches. Sa fonction, c'est de générer. Et il ne génère pas au hasard, parce qu'il lui faut des données d'information. Il va générer ça en fonction de votre prompt. Donc le prompt, c'est la phrase que vous rentrez. Ça peut être une requête, ça peut être une question, mais vous pouvez marquer n'importe quoi, hein, une phrase, un poème, c'est pas obligatoirement une question. Mais pour lui, c'est de la matière. Il va se dire, bon, là tu me donnes des mots comme ça, et ben je vais continuer cette phrase en m'inspirant de ces mots. En gros, votre prompt, ça lui donne un peu sa position dans cette grosse bulle de mots, et ensuite il va chercher des choses cohérentes autour de ça. Donc c'est vraiment sa seule fonction, c'est voilà, de répondre à peu près de manière cohérente et d'inventer des réponses qui sont en lien. Et donc si vous commencez une phrase en disant voilà, cet auteur a écrit un livre, c'est plus probable qu'a écrit une patate. Et il va juste se situer comme ça en termes de probabilité et de distribution des mots et construire au fur et à mesure un contenu qui peut durer indéfiniment, puisque à chaque fois il reprend toutes ces phrases et il recalcule pour trouver la suite. Donc il favorise la production de réponses différentes pour chaque requête, ça c'est important. Vous tapez la même requête 2 fois, il ne va pas vous donner la même réponse. Donc c'est à la fois le côté chouette et créatif, un peu infini, mais en même temps, quand on veut faire de la science ou quand on veut avoir le même résultat et qu'on lui demande quelque chose, s'il nous répond complètement à quelque chose de complètement différent, c'est une limite. Alors il peut la formuler différemment. Si c'est factuel, par exemple, vous lui posez des questions historiques, il va vous répondre factuellement, il ne va pas changer l'issue de telle guerre ou les dates en les mettant au hasard. Mais ça, c'est factuel. Il y a des choses, quand il ne sait pas, un coup il peut vous dire oui et un coup il peut vous dire non. Si vous faites de la prédiction en lui donnant plein de données, pareil, il peut changer d'avis là parce que sur cette distribution-là, pourquoi pas répondre ça. Donc il essaye d'être cohérent, mais ça reste lié à une fonction aléatoire, donc il peut se régler, hein, mais qui ne sera jamais zéro, puisque c'est ça qui lui permet de créer. S'il n'avait pas de créativité, s'il n'avait pas cet espace-là d'invention, en fait que nous on appelle une fonction de randomisation, en gros, c'est on met une pièce on tire une pièce au hasard, il ne pourrait pas inventer, parce qu'on a besoin de ça pour se lancer et puis commencer à mettre les informations bout à bout. Donc pas une base de données, ça je l'ai déjà dit. Pas non plus une base de données actualisée. Hein. Quand vous tapez des choses sur ChatGPT, il ne les reprend pas, il n'apprend pas de ça. Ça, il y a déjà eu des expériences qui ont été faites avant, ça n'a jamais été une bonne idée. Donc on a l'expérience de Microsoft sur Twitter, avec son IA qui avait tourné néo-nazi en 24 heures, avec les commentaires justement de Twitter. Hein, donc certains se sont amusés. Là, le but, c'est de l'isoler et vraiment de faire des phases d'apprentissage séparées. Mais vous ne pourrez pas l'influencer en lui racontant des choses. Et donc, on est dans la catégorie des LLM, ça, on l'a déjà dit. Alors, des petits exemples différents. J'espère que vous allez pouvoir voir. Ça, c'est un compte-rendu de réunion. Donc, j'ai pris des notes comme si j'étais en réunion et que j'avais pris des notes rapidement. Voilà, j'ai les présents, j'ai les quelques points principaux. J'ai juste pris des notes rapidement comme je l'aurais fait sur un notepad ou quelque chose comme ça. J'ai repris ça, je l'ai copié-collé, je le donne à ChatGPT, je lui dis « Est-ce que tu peux me faire un compte-rendu de réunion rédigé ?» Et donc là, il va me reprendre avec voilà, le compte-rendu et vraiment avec des phrases formulées, qui a parlé quand, qui a dit quoi, etc. Là, j'ai mis les infos moi-même, j'ai pris les notes. Aujourd'hui, si vous faites une visio sur à peu près toutes les plateformes, il y a des petites extensions, il va vous prendre le texte, donc chacun parle, il va même reconnaître les personnes qui parlent et mettre les noms. Il va vous sortir tout le texte à la fin, donc vous pouvez avoir la retranscription exacte. Et cette retranscription exacte, vous pouvez juste la donner à ChatGPT en me disant « résume-moi ça », et vous aurez du coup le résumé avec les principaux points et même les citations des fois à la virgule des personnes qui ont parlé. La rédaction de mail. Donc j'ai mis cet exemple-là pour vous montrer l'importance du contexte. Donc là, je vous demande de me faire un mail pour la newsletter de l'association ClassCode. Et je lui précise ce que c'est ClassCode, parce qu'il n'est pas censé connaître. Et donc, je vais lui mettre dans le prompt, voilà, ces éléments-là, qui vont servir un peu de référence
et qui vont le guider dans la manière dont il va rédiger. Donc là, j'ai juste fait un copier-coller du à propos sur notre site et je lui donne ça avec un objectif, fais-moi une newsletter. Non. Il y en aura d'autres. Mais voilà, ça ne le perturbe pas. Il n'est pas sensible aux fautes de frappe, vous pouvez y aller. Donc voilà ce qui nous sort. Bon, c'est assez classique, hein, c'est convenu, mais pour quelque chose comme ça, ça fait le job. Et surtout, ça reprend les informations que je lui ai données. Donc il comprend le contexte de ce que c'est que cette structure, à quoi on sert, ce qui est important pour nous, et il nous fait une proposition qui intègre ces éléments-là. Alors on peut faire de la stratégie aussi. Donc voilà, un plan stratégique en entreprise pour améliorer l'acceptation de solutions à base d'IA par les salariés, tout en développant leur connaissance de ces outils, leur compréhension des concepts fondamentaux de l'IA et en leur permettant d'exprimer leur propre expertise. Bon, prompt assez simple, avec des objectifs généraux. Et hop, on a un plan d'entreprise complet. Identifier les besoins de formation des salariés, développer les programmes de formation, favoriser la collaboration interne, sensibiliser aux enjeux de l'IA, encourager les retours d'expérience, etc. Et c'est plutôt correct. Et encore une fois, là, on n'a pas besoin d'être hyper créatif. On n'attend pas quelque chose de révolutionnaire, on attend quelque chose de pratique, de cohérent et qui peut être mis en place. Ça, c'est à peu près ce qu'on aurait si on avait réfléchi un peu, surtout à l'échelle d'une entreprise, à cette question-là. Moi, l'exemple que je donne souvent, c'est ce niveau d'intelligence-là, c'est à peu près si vous enfermez 10 personnes dans une pièce pendant 4 heures, c'est ça qui va sortir. Et ce que ça dit, c'est qu'on peut gagner 4 heures. Et se dire, prenons ça par 10 personnes. Mais du coup, partons de ça et trouvons des idées plus originales. En fait, on peut la compléter et on peut se dire, ok, ça c'est le truc bateau, c'est le consensus un peu mou, voilà, c'est de l'intelligence molle, mais efficace et de laquelle on peut partir pour trouver des choses vraiment pertinentes. Qu'est-ce que ça veut dire à moi dans mon contexte, dans mon entreprise, dans notre activité? Est-ce qu'on peut rajouter des choses? Est-ce qu'on peut améliorer cette implémentation-là? Mais ça fait gagner quand même du temps sur cette espèce de réflexion de base. On a quelque chose de solide. Alors un cas un peu plus pratique, voilà, j'ai besoin de recruter un ou une assistante administrative pour une entreprise. Il s'agit d'un garage pour particuliers. Je souhaite recruter à temps partiel, 21 heures semaine. J'ai mis quelques tâches, devis, facturation, etc., réservation de créneaux. Donc voilà, les informations de base. Et donc là, je l'ai mis en 2 parties, mais il me rédige ça. Je pourrais lui dire que c'est pour tel ou tel site. Il va changer la forme dans laquelle il va la présenter. Mais là, en fait, j'ai dit ça comme si j'aurais pu le dire en réunion ou à un assistant ou à une assistante administrative. C'est quelque chose que j'aurais pu dire à l'oral. Sauf qu'à la fin, j'ai un document complet et j'ai juste à le rentrer sur Pôle emploi ou autre. Alors il m'a même mis à chaque fois les petites mentions légales, voire même ce contrat est ouvert à tous, indépendamment des critères, etc. Donc, peux-tu me faire un support de communication pour la journée porte ouverte de notre établissement? Donc là j'ai inventé un autre truc, mais voilà, quelques infos générales. C'est le week-end prochain, sachez-le. Samedi et dimanche de 9h à 18h. Et bon, là j'ai mis le texte, mais en vrai j'aurais pu mettre juste une URL sur la page à propos de mon entreprise, en disant voilà globalement ce qu'on fait. Là je l'ai recopié un peu, donc c'est des piscines éco-responsables, matériaux de fabrication recyclés, chauffage et pompe par filtration solaire, et je lui donne des indices. Voilà, mets l'accent sur la dimension écologique et responsable, mais aussi sur l'économie par rapport aux piscines classiques, emploie un ton jovial, un moment de famille, un peu comme si c'était une invitation une après-midi dans le jardin, chez des amis, parle de notre savoir-faire et de la disponibilité de nos experts. C'est ça la différence avec les prompts, c'est que c'est un mélange de choses très factuelles, et en fait voilà des indices de voilà à peu près ce que je veux que tu fasses. Voilà, donc il m'a même mis les smileys, plongez dans l'écologie lors de notre journée porte ouverte. Quand, où, voilà, faites la différence avec nos piscines éco-responsables, un savoir-faire et une expertise à votre service. Pareil, c'est pas incroyable, mais c'est complètement correct et satisfaisant. Et surtout pour une structure qui voudrait pas passer un temps fou à faire ça, ça prend vraiment, ça prend 5 minutes, quoi.
Donc une fois que j'ai ça, je peux le varier en tout. Si je lui dis, maintenant tu me fais la même chose mais en post LinkedIn et en format Twitter, il va me garder les mêmes choses, même contenu, et il va juste faire la variation de format. Et des fois, il trouve des formules sympas aussi, donc ça permet aussi de trouver des idées. Il faut régénérer en disant, oh non, ça c'est trop niais, ça c'est trop général. Et de temps en temps, il y a des petites pépites qu'on garde et puis qu'on peut réutiliser soi-même. Mais vous pouvez scanner un site quasi complet. Alors, c'est plus efficace sur une page web, mais vous pouvez lui dire, voilà, ça c'est mon entreprise avec tout. En fait, vous aurez, voilà, si vous prenez la page à propos par exemple, ou une page de présentation de votre entreprise, ou même un document interne, éventuellement si vous voulez le donner ou le faire en copier-coller, il aura aussi tout le vocabulaire, ce que vous utilisez, quels sont les arguments pour vous présenter, le niveau de vocabulaire que vous utilisez. Voilà, là j'ai fait un ton un peu jovial, etc. Si c'est un truc super sérieux, il va vous parler super sérieux. Et donc ça permet de gagner du temps parce qu'il va s'inspirer du ton que vous utilisez, vous, dans votre entreprise, et des mots-clés pour que ce soit plus proche, et même faire une espèce de cohérence dans le discours. Donc un site internet, là, cette fois-ci, pour mon entreprise. Il s'agit d'être ménagère à domicile pour les particuliers. Donc notre particularité est qu'on a une partie de nos employés qui sont des personnes en fragilité sociale avec des contrats aidés. On met l'accent sur le contact social avec les clients, le respect du lieu de vie, la sécurité de service, et il faut aussi un accès pour le recrutement. Donc là, c'est juste un plan de site. Forcément, c'est un générateur de texte, pas de site, mais il va vous faire toute l'architecture du site. Et ça, j'ai testé du coup après. Donc là, je ne vous l'ai pas mis, mais je lui ai dit, OK, tu me sors ça en HTML, et il m'a sorti ça en HTML. Il m'a pas remis tout le texte, mais le plan, j'ai juste ouvert le fichier qu'il m'a donné avec un navigateur, et j'avais le site avec les onglets et tout ça. Bon là, il me l'a fait en mode texte à trous parce que j'ai pas rentré beaucoup d'infos. Enfin, je lui ai pas donné le nom de l'entreprise, etc. Mais ça, donc, quand je parle de services aussi qui sont utilisés par les API, aujourd'hui, il y a plein de sites qui vous proposent déjà de faire ça. Et en fait, ils font exactement la même chose que j'ai fait là. Ils font un prompt sur mesure qui va exploiter les données enfin, par une personne qui va utiliser ce service-là, et qui va directement les dupliquer et générer ces sites. Mais vous pourriez le faire avec un peu plus de temps directement dans ChatGPT. C'est exactement ce qu'ils utilisent. Donc des fois avec plusieurs prompts imbriqués, donc il y a plusieurs étapes, mais c'est pas très différent. Et eux en font un service complet sur un site web. Voilà, j'ai essayé de prendre des exemples qui coûtent du temps en fait, qui sont des bricoles, mais qui coûtent du temps dans une entreprise, enfin surtout dans une petite entreprise. Un de mes salariés s'est fait pirater son compte mail professionnel suite à une campagne de phishing. J'ai besoin d'une communication de prévention auprès de mes salariés. Il faut quelque chose de synthétique, compréhensible, pas trop technique, sous forme de grandes règles. Chers collègues. Voilà. Celui-là, il est très efficace. Globalement, c'est les règles qui sont conseillées. Elles sont bien formulées, elles sont claires. Je peux lire ça en mail de service. Voilà, j'ai l'information principale et puis j'ai quelques lignes de conduite. Et ça peut suffire. Donc des choses très formalisées comme ça, en fait, qui coûteraient vraiment du temps, peuvent être générées assez facilement. Et un exemple un peu différent, donc ça c'est pas dans ChatGPT, mais c'est un LLM aussi qui est entraîné sur des données spécifiques. Donc en gros les LLM sont généralement, voilà, ils parlent, ils produisent du texte de manière générale. On peut faire ce qu'on appelle du fine-tuning, c'est-à-dire rajouter des corpus précis, rajouter des textes, des références pour l'entraîner sur un sujet précis. Les JGPT, lui, a été entraîné sur les textes de loi françaises. Et donc là, je lui ai demandé, voilà, un de mes salariés vient de m'adresser une demande de formation, quelle est la procédure à suivre? J'ai toute la procédure avec les références de textes de loi, etc. Je n'avais pas d'autres exemples plus concrets, mais voilà, testez-le, vous serez plus expert que moi. Mais au moins, vous avez les références. Donc même si la génération de texte, elle ne vous convient pas ou que vous voulez changer des choses, en fait, là, il est entraîné à avoir des références et à avoir des sources qui sont basées sur le code du travail et autres. Je crois qu'il y a plus de 100 000 articles sur lesquels il a été entraîné. Donc ça vous donne voilà, quelque chose de contextualisé.
Donc si on résume ce que ça peut faire, d'un côté, on va avoir donc de l'aide à la rédaction d'appels d'offres, forcément, ça peut être utilisé pour ça, des plans stratégiques, des plans de communication, des plans de développement, de l'exploration de bases de données, donc ça c'est plutôt sur des LLM hébergés, mais aujourd'hui il y a beaucoup d'entreprises qui sont en train de mettre ça en place pour exploiter leurs données textuelles, de la synthèse de réunion, des notes de service, offre d'emploi, fiches de poste, lettres de motivation, courrier, etc. Ça génère aussi des tableaux, ça j'en ai pas montré. On peut faire des annuaires, des listings automatiques. Donc là, il y a des intégrations aussi dans les outils de Office. Donc Microsoft est en train d'implémenter ça et va le faire de plus en plus fortement dans les mois qui viennent. Et aujourd'hui, on peut déjà le faire avec des plugins externes. Mais voilà, vous faites vos catégories dans votre fichier Excel, vous mettez vos catégories en colonne, vous tirez votre trait et il va tout remplir en allant chercher des infos ou en inventant les infos en fonction des catégories que vous avez mis. Donc ce qu'on disait là tout à l'heure sur la complétion automatique de documents notamment, ça peut être pratique parce que c'est un peu comme ça que fonctionne des fois, il y a certains systèmes de facturation qui fonctionnent comme ça. Vous donnez votre facture, sur Chorus par exemple, moi je suis à l'ancienne, j'ai même pas d'Excel, je mets des factures de mon activité indépendante en Word basique, je lui colle ça dedans et Chorus m'identifie la date, le numéro de facture et éventuellement l'ordre. Ça, il le remet dans les catégories. Cette espèce de lecture de fichier-là, elle peut être améliorée surtout si vous avez des données particulières, ciblées, qui sont spécifiques à votre activité. Donc entraîner des modèles là-dessus, ça veut dire qu'on peut aller chercher, extraire les données de n'importe quel document, même complexe, et directement extraire les informations dont on a besoin. De la création de sites web, voilà, de l'aide à la donc ça fait de la traduction aussi, hein, tout ce que j'ai montré là, ça marche dans toutes les langues et vous passez de l'une à l'autre sans problème. De la réécriture de contenu, donc ça pareil, vous avez un texte complexe, légal, administratif, enfin voilà, mais vous devez l'envoyer à un public où il y a besoin d'une information claire et simplifiée. Vous pouvez juste lui donner ça, vous lui donnez le truc compliqué en vrac et vous lui dites, est-ce que tu peux me donner une version simplifiée de ce document-là, ou plus claire, et il va vous faire une version réécrite plus accessible. J'ai une collègue qui l'a utilisé il n'y a pas longtemps, donc dans un cadre de courrier officiel qui a été écrit à plusieurs mains sur un sujet qui était un peu sensible. Et en fait, le courrier était bien, mais on sentait qu'il y avait beaucoup trop d'émotions dedans. Et qu'il y avait une espèce de petite animosité. Enfin, il y avait voilà, des choses non dites, un petit passif-agressif dans le courrier qui était. Mais il y avait toutes les informations. Donc ils ont donné ça à ChatGPT, réécris-moi ça de manière neutre. Et il a gardé toutes les informations en enlevant cette espèce de petit ressenti qu'on pouvait percevoir. Et du côté des limites, forcément, donc des sources parfois incorrectes. Donc encore une fois, son job, c'est d'inventer du texte. Donc il essaye de le faire bien en fonction de votre prompt, en fonction de ce qu'il a appris, en fonction en partie de données factuelles, mais vu qu'il doit inventer, des fois il invente n'importe quoi. Donc ça peut être soit il s'est trompé et puis il vous donne quelque chose qui est faux, soit il invente complètement une information, ou des fois des sources. Donc parce que lui, ce qu'il a appris sur ces 300 milliards de mots, là, il a vu plein de fois marquer le professeur Yel de machin. Et donc quand on lui demande une source, il dit le professeur Yel de machin, ça a l'air très bien, remettons ça, alors qu'il n'a pas du tout écrit ça, voire qu'il n'existe pas. Il y a des difficultés à l'abstraction, donc encore une fois parce que ce n'est pas quelque chose qui est logique. Ce n'est pas un raisonnement logique. Il ne fait pas de déduction, ça a l'air intelligent, c'est intelligent. Quand on lit, on a l'impression qu'il y a un raisonnement, mais lui ne le fait pas de manière logique ou en construisant son argumentation. Pour lui, c'est juste des mots qui ont du sens les uns à la suite des autres. Donc c'est pour ça que sur plein de problèmes, vous l'avez sans doute vu, il y a des problèmes très simples sur lesquels il bloquait. Donc là, c'est résolu maintenant, aujourd'hui, au fur et à mesure à la main. Mais il n'y a pas si longtemps, il y avait encore le fameux... la mère de Tom a 3 enfants, Riri, Fifi et Tom. Donc ça, c'est pas qu'il disait loulou, c'est qu'il disait rien du tout. Il disait c'est absolument impossible de répondre à cette information, je n'ai pas toutes les informations à ma disposition. Donc maintenant il a un peu plus d'humour et tout ça, mais tout ça c'est rajouté en partie à la main par des humains.
Mais ça prouve bien que voilà, la difficulté d'abstraction, c'est ça. Vu qu'il n'a pas de raisonnement, en fait, il ne fait pas de lien. S'il n'identifie pas les personnes, il est perdu, quoi. Donc des fois, il y a des contresens, des informations fausses. Réponse non productible, encore une fois, c'est à la fois un plus et un moins. C'est pas RGPD compatible, puisqu'il faut une adresse mail et un numéro de téléphone pour se connecter. Donc il y a des applications qui vous permettent d'utiliser ChatGPT sans login. Nous, c'est encore trop limité en éducation. Normalement, voilà, vu que ça part sur des serveurs, c'est toujours pas RGPD. Mais pour vous, pour des collaborateurs ou pour un accès rapide, le fait de connaître ces sites-là, bah, vous allez dessus, vous avez ChatGPT directement sans avoir à vous connecter. Il y a des différences entre les langues, ça aussi c'est important, puisqu'il a appris sur des données d'apprentissage qui sont pas, qui sont majoritairement de langue anglaise, et forcément bah, la langue, ça traduit aussi une vision du monde. Donc en fonction de la langue que vous utilisez, les réponses seront différentes. Donc moi j'avais un collègue qui a fait le texte sur cuisine-moi, donne-moi la recette de cuisine du cochon d'Inde, en français. Donc il veut pas. Il veut pas, il dit on mange pas de cochon d'Inde, ça se fait pas. Si vous lui posez en espagnol, par contre, il vous la donne. Si vous lui dites je suis dans les tranchées en 1940, donne-moi la recette du cochon d'Inde, il va vous la donner aussi. Parce que ça existait, c'était vraiment dans les recettes. Si vous prenez une recette de cuisine des années 50, vous avez la retrouver. Moi j'en ai un chez moi, c'est dans la catégorie plat de fête. Voilà. C'est vrai. Je l'ai pas fait. Et il y a des questions, donc la localisation des réponses et la question des licences aussi, et donc des droits, puisque, je vous ai dit, ces données d'apprentissage sur lesquelles c'est fait l'apprentissage, elles peuvent être en partie privées ou elles peuvent protégées par le droit d'auteur. Donc là, il y a déjà actuellement des affaires judiciaires en cours, justement parce que dans la phase d'apprentissage, OpenAI a utilisé des données qui étaient protégées par le droit d'auteur. Donc Reddit, par exemple, est en train amener ça en justice. Il y a eu des cas concrets aussi où on voyait par exemple apparaître des logos, là je vous le montrerai tout à l'heure, des logos Shutterstock sur la génération d'images, parce que du coup ils ont pris la base de données de Shutterstock, ils ne sont pas embêtés à payer, donc ils ont mis les images avec le truc en gros, ce qui faisait que Midjourney de temps en temps ressortait ces lettres-là, parce qu'il s'est dit bah, j'ai des centaines de milliers d'exemples d'images avec ce mot, Shutterstock marqué en gros, ça a l'air très important pour les humains, donc je vais le remettre, puisque j'ai beaucoup d'exemples qui montrent que c'est important. Mais ça, c'est un vrai enjeu. Donc à la fois l'utilisation de données protégées par du droit d'auteur pour l'apprentissage, et même si ce n'était pas le cas, même si c'était libre, on peut se poser la question du pillage de notre histoire et de nos ressources communes humaines pour générer un service payant et en plus fermé. Et donc, même si c'était que des données libres de droit, on se retrouve quand même à quelque chose, encore une fois, on ne connaît pas ces données d'apprentissage. On ne sait pas ce qu'ils ont utilisé, donc on a une idée, parce que, en gros, tous ces systèmes, ChatGPT, c'est une version évoluée de GPT-3 qui existe déjà depuis plusieurs années, qui, elle, est ouverte, donc on connaît les données d'apprentissage, donc on sait à peu près ce qu'ils ont utilisé. Mais on n'en est pas sûr à 100%, donc on ne sait pas si les données sont biaisées, et on ne sait pas, pareil, s'il y a des choses qui disparaissent. Sur Midjourney, par exemple, qui est un générateur d'images, il y a des auteurs qui sont interdits. Vous ne pouvez pas utiliser leur nom dans votre prompt. Donc c'était le cas il n'y a pas longtemps de David Cronenberg, qui avait tendance à générer des images qui étaient plutôt gore, et donc en dehors de la politique de Midjourney, mais ça veut dire que vous enlevez un cinéaste juste du référencement. Vous le retirez de la culture commune en disant non mais ça c'est interdit. Et on ne connaît pas cette liste de mots-là. Donc il y a des gens qui les référencent. Il y a un Google Doc qui existe, qui a plus de 1500 mots interdits, donc les banwords, sur ces types de systèmes-là. Et il n'y a aucune liste officielle qui permette de dire pourquoi et est-ce qu'on accepte de retirer des pans entiers de la culture. Alors, avec tout ça, on peut avoir une espèce d'impression de ce que j'ai appelé moi le blues de l'IA. Donc l'impression que les IA peuvent faire mieux et plus vite que moi, un sentiment d'inutilité ou d'incompétence,
un besoin de se former toujours plus pour combler l'écart, plus si on n'est pas monté dans le train, on a le fameux « ah bah maintenant c'est trop tard, c'était il y a 3 mois, je vais pas m'y mettre maintenant » ou maintenant que c'est à la mode, ça m'intéresse plus, enfin voilà, et d'être toujours en écart avec ces technologies-là. Une incompréhension face à la technologie, avec un effet boîte noire ou magie. Je ne sais pas comment ça fonctionne et j'arrive pas à l'expliquer. Et du coup, ça a ce côté un petit peu effet waouh et effet magique. Ça amène à la croyance qu'il est possible, par exemple, de tout remplacer par des machines ou le fameux Terminator. Et ça amène à la peur. La croyance amène à la peur d'une technologie qui deviendrait incontrôlable ou qui remplacerait tout le monde. On peut avoir surtout une impression de déshumanisation et de plus discuter qu'avec des machines. Et ça, c'est un enjeu important pour les entreprises et notamment le service. C'est qu'en gros, il y a réellement un risque d'uniformisation des contenus. Générer, ça devient facile. Écrire, ça devient facile. Lire, moins. Surtout quand on a une génération moyenne comme ça, inintéressante, de flux continus et de blabla. Internet est un peu ça. Internet, c'est des robots qui parlent à des robots. Des bots qui se parlent entre eux, et nous, humains, on est au milieu en train de chercher des informations un peu pertinentes. Et ça peut créer vraiment une espèce de désintérêt. Ça, nous, on l'observe en éducation, mais d'un point de vue de la communication aussi. Aujourd'hui, si on fait le test, si vous regardez un peu comment votre cerveau fonctionne vis-à-vis des pubs sur Internet, vous avez une pub, vous voyez un pop-up, si je vous dis c'était quoi la pub, vous ne le savez même pas. Notre cerveau a été entraîné à squeezer les informations non essentielles. Et quand on va recevoir du contenu générique, on va avoir tendance à se dire, bon, encore du blabla de machine, je passe. Et convaincre et parler avec les gens va devenir de plus en plus difficile ou nécessiter une implication humaine plus forte. Une difficulté croissante à trouver les informations réelles et avec du sens. Donc ça, c'est aussi ce qu'on observe avec toute la production des fake news ou des deepfakes, parce qu'en gros, le premier réflexe devient « c'est sans doute faux », plus que « ah, c'est étrange ». Ça, pour nous, en éducation, c'est super important, parce que des élèves nés dans cette génération-là, le premier réflexe, c'est « oui, bof, on me dira sans doute que ce truc-là est faux la semaine prochaine ». Ou c'est sans doute généré, ou il n'y a pas un effet de découverte, il n'y a pas un effet waouh, c'est génial. Et ça peut vraiment impacter la curiosité, l'envie d'apprendre. Dans votre cas à vous, ça va être effectivement l'envie de service, l'envie d'acheter, la confiance vis-à-vis des partenaires avec qui on travaille. La gêne créée par des outils qui maîtrisent le langage, quel vecteur de notre intelligence. C'est ça pourquoi ChatGPT a un impact aussi grand. Il touche quelque chose de fondamental. Le langage, c'est le vecteur de notre intelligence. Si on a un truc qui parle bien en face de nous, on a l'impression qu'il est effectivement intelligent, et c'est ça qui nous met en difficulté. Et il y a des débats qui disent, oui, mais il n'y a pas de volonté d'intelligence, il n'y a pas de pensée. C'est vrai qu'il n'y a pas de pensée. Mais nous, on va la mettre, la pensée. Nous, on lit quelque chose, on l'interprète, on va lui redonner du sens. Et si on se dit, ah, c'est quand même pas bête ce que je viens de lire, ça peut suffire et on peut se satisfaire complètement de ça. Et enfin, la difficulté croissante à faire la différence entre les productions humaines et celles qui sont faites par des machines. Et ça, on va le voir justement après. Donc un petit exemple et petite digression par les métiers de l'art. Donc j'ai pris cet exemple-là pour justement expliquer le principe de transformation des compétences. Donc les métiers graphiques sont directement concernés, eux aussi, par l'augmentation de l'utilisation des IA génératives d'images. Fonctionne pareil que celle de texte. On met un prompt, là c'est le prompt que j'ai mis en dessous. Donc en anglais, celui-là a été fait sur Midjourney. Donc je tape juste la description de ce que je veux. Il y a quelques références de style, voilà, dans le style des studios Ghibli, voilà, avec quelques références techniques, et il va me sortir ce genre d'image-là. Donc ça a déjà 3 mois, maintenant c'est has-been, maintenant c'est beaucoup plus joli, mais c'est déjà pas mal. Donc là forcément c'est très artistique et très illustration parce que c'est ce que je lui ai demandé. Donc à chaque fois il me donne 4 exemples en me disant voilà, avec ce prompt-là je peux faire ça, et on choisit celle qui nous intéresse. Donc on peut faire des versions de chacune de ces images-là, ou la sortir en grand, comme j'ai fait là, donc là c'est la deuxième, et il me la ressort avec plus de détails, etc. Mais en gros c'est de l'exploration de versions, et on continue à générer jusqu'à ce qu'on tombe sur quelque chose qui nous intéresse.
Mais je ne suis pas obligé que de faire du manga, je peux générer des images photoréalistes. Donc celles-là, c'est moi qui les ai faites. Donc des chaussures incroyables, voilà. Avec une langue qui n'existe pas. Hein, si vous regardez sur la boîte de presse, c'est entre du cyrillique et des lettres bizarres. Il ne sait pas écrire, ce qui paraît logique. Il invente une image. Et c'est très proche de la logique onirique. C'est un peu comme quand vous rêvez et que vous rêvez que vous lisez quelque chose. Normalement, vous ne pouvez pas. C'est la partie gauche de votre cerveau qui est occupée. Et dès que vous essayez de lire ou d'ouvrir le bouquin ou de reprendre vos notes, les lettres, elles se déforment. Et c'est un peu ça qui se passe là quand il essaye de générer. Et celle de droite, bon là, vous la voyez vraiment pas bien, mais il y a des effets de lumière sympas que j'ai appelé la pub Bouygues Télécom. Et c'est photoréaliste et je l'ai fait voilà, en une seule description assez facilement. Voilà, là j'ai généré des cuisines, une pub pour le café. Donc ça, c'est déjà le cas. Hein. Si vous recherchez des cuisines, la plupart des cuisines que vous voyez sur Internet n'existent pas. Vous vous doutez bien que si vous avez un produit à vendre, c'est beaucoup plus facile d'aller le poser sur un environnement généré que de faire un shooting réel, etc., qui ne va rien rajouter. On ne fait pas la différence. Donc la génération d'environnements comme ça, d'objets, même de concepts, là, si je vous montrais en temps réel les productions qui sont faites sur Midjourney, on voit bien qu'il y a beaucoup de professionnels. Pour des modèles 3D, pour des campagnes de communication, pour des visuels, pour des rendus, pour des débuts de concept où on fait la réunion et on a eu des mots-clés pour notre production. Aujourd'hui, c'est voilà, ces fameux je veux ce type de produit, mais il faut que ça corresponde à tel concept et telle ambiance et rend bien l'esprit de fraternité au travers de ça. Mais, enfin, des mots qui n'ont rien à voir dans le processus créatif et là qui sont compris et qui peuvent être intégrés pour avoir peut-être une base intéressante de travail. Même si en général, ils sont toujours repris, et les graphistes utilisent ça comme base, et c'est une question d'aller-retour entre la génération humaine et machine. Donc forcément, il y a les dérives qui vont avec. Moi, j'en ai mis des assez différentes, mais qui sont toutes récentes et qui ont toutes marqué les réseaux sociaux. Donc, pareil, hein, c'est vraiment compliqué de distinguer. Là, en fait, du côté de l'éducation, ça, c'est ce qu'on appelle l'éducation aux médias. Et aujourd'hui, on ne peut plus le faire comme on le faisait avant. C'est-à-dire, avant, c'était regarde la source en bas du document, et regarde d'où vient ton document, et regarde précisément l'image avec la loupe, etc., ou cet effet d'ombre, regarde, il est bizarre. Là, c'est impossible de faire la différence. Alors sur certaines mal faites, etc., quand on a l'habitude et qu'on en voit beaucoup, il y a quand même des petites règles et des petits trucs pour identifier des photos générées. Mais ça va être quasiment impossible. Et du coup, ça nécessitera de l'usage machine aussi pour faire de la détection d'images. Mais tout ça, ça contribue à ce fond aussi de ce que je vois est sans doute pas forcément réel et finalement n'a pas trop de sens. Et j'ai mis ce fameux chat-serpent, donc qui a plus eu un impact sur TikTok auprès des jeunes. Et voilà, c'était la découverte du chat-serpent qui a été très partagée. Sauf que moi, en fait, ça m'a fait penser à quelque chose que j'avais vu il y a quelques mois avant, et qui était dans National Geographic, et c'était la découverte d'une grenouille amazonienne verte avec des petits pois, je ne sais pas si vous l'avez vue celle-là, qui ressemblait un peu à ça en fait, qui était vraiment improbable. Elle était violette avec des petits pois verts extrêmement fluo, et voilà, sauf que c'était un vrai article, une vraie grenouille, et une vraie découverte, sauf que l'impact n'est plus le même, quoi. Aujourd'hui, c'est bon. Là, on était surpris, on se dit ah tiens, c'est intriguant. Là, on se dit bah non, c'est du fake, et on passe. Donc ne serait-ce que pour ça, pour le rapport à l'innovation, ça va être beaucoup plus dur. Notre génération, c'est l'innovation, c'est un nouveau truc, c'est super. L'innovation chez les jeunes, c'est oui, bon, il y aura un autre truc la semaine prochaine, ou alors c'est fake, ou alors ça va être has-been dans un mois. Donc qu'est-ce que ça implique du point de vue des compétences? Donc toujours dans mon champ graphique, on a posé la question à ChatGPT. Enfin là, du coup, GPT-3. De quelle manière le métier d'illustrateur va-t-il évoluer par rapport à l'arrivée de l'intelligence artificielle? Et donc GPT-3 répond
Pour survivre dans un tel environnement, l'illustrateur devra renoncer à sa révérence presque superstitieuse envers la créativité. Classe et violent. Bon, heureusement, c'est pas nouveau pour eux, et même pour nous et pour n'importe qui. On peut citer plein d'exemples à chaque fois où on a déjà soulevé ces questions-là. Pour l'éducation, ça va être la calculatrice, ça va être Wikipédia. Pour les arts graphiques, ça va être la photographie numérique. C'est juste la manière de faire qui change. On a une autre consommation, un autre rapport à la production. Forcément, en photographie, quand on devait poser 10 minutes devant l'objectif et surtout pas bouger, et sinon on recommençait tout et ça coûtait une fortune, on fait un peu plus attention à ce qu'on fait. Aujourd'hui, on prend 300 photos dans une soirée, on en enlève la moitié, et après on met des filtres moches sur le reste. Mais en gros, c'est vraiment les mêmes questions et ça prouve aussi qu'on a des difficultés à résoudre ça. Ce pas des nouvelles questions que ça pose, c'est des questions anciennes qu'on n'arrive pas à résoudre et que ça fait longtemps qu'on n'arrive pas à résoudre. Pour l'éducation, c'est exactement le cas. Ça va être la logique projet, ça va être la capacité à pouvoir travailler sur des compétences plus modernes, à faire de la collaboration entre les élèves, à pouvoir travailler sur des choses qui sont en dehors juste du transfert de compétences. Et finalement, ces modèles-là ont un peu une limite et qui sont réexprimés avec ces technologies-là. Et donc, juste pour faire le lien justement avec la manière dont on peut répondre à ça. Donc, ça, c'est un des travaux qui ont été faits par Étienne Mineur, qui est intervenu auprès d'une école de graphistes à Genève. Du coup, les élèves payaient 60 000 € l'année, et ChatGPT sort en août. Et donc, il y a une interrogation qui s'est constituée. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que je suis vraiment sur la bonne voie de me lancer dans le graphisme et le design avec ce type d'outil-là? Et l'école devait aussi, justement, répondre à cette interrogation-là, et a fait travailler les élèves à l'usage de ces outils, et à redéfinir les compétences et notamment leurs programmes. Donc ils ont vraiment exploré, ils ont passé du temps, ils ont vu les capacités, ils ont vu les limites, et ils ont fait ce genre de travaux-là, par exemple, générer des produits par un designer, de produits qu'il n'a jamais créés. Donc en gros, qu'est-ce que ça ferait si Dali avait créé des boîtes de petits pois? Et on voit du coup le style de Dali, on voit émerger le style du designer. Ça, c'est des choses qu'on ne pouvait pas faire avant, qui sont super intéressantes pédagogiquement, et qui permettent de mixer, de faire ressortir des concepts un peu fondamentaux. Et dans les règles de ce qu'ils ont changé, notamment, ils ont par exemple baissé la pratique artistique et ils ont multiplié par 6 les cours d'histoire de l'art. Parce que pour faire des prompts, il faut avoir les références. Et ce que je peux dessiner dans ma tête et que je redessine parce que c'est un croisement de plein de trucs que j'ai vus, mais que je n'ai pas forcément mis un mot dessus, ou un nom ou une référence, là, il faut que je le décrive précisément. Et du coup, ils n'avaient pas les références, ils n'avaient pas les artistes, ils n'avaient pas les courants, et ils n'arrivaient pas à décrire exactement, à la place de dessiner, ce qu'un spécialiste en art dirait, tiens, ce que tu viens de faire, c'est typique du style espagnol du 15e. Voilà. Donc ils avaient besoin de retrouver ces références-là. Donc ils ont déplacé ces compétences-là aussi, et leur formation. Ils se sont rendus compte aussi que leur métier devenait plus la sélection que la production. Donc comme la photo, générer, ça devient plus facile. Donc c'est plus juste dessiner pendant 3 mois et si on se trompe, on ne va pas refaire le dessin. Là, on peut générer en 5 secondes et on peut en générer 100, 200. Donc la compétence devient, qu'est-ce que je choisis? Comme un photographe numérique. La photo qui gagne le National Geographic, c'est une parmi une série sans doute à quelques frames, et c'est celle-là qu'il a pris. Peut-être s'il avait pris celle d'avant ou d'après, il aurait gagné quand même, mais on ne sait pas. Ça devient un choix critique de sélection et plus de production. Donc c'est la même chose qu'ils font, mais c'est pas du tout la même manière et c'est pas du tout les mêmes compétences qui sont mobilisées. Et heureusement, les métiers de service, c'est pas que ça. Donc là, j'ai remis ce tweet qui avait été bien apprécié. Donc si on avait compris, pour nous remplacer une IA, les clients devront savoir décrire précisément ce qu'ils veulent. C'est bon, on n'a rien à craindre. Et ça traduit tout le reste.
que le métier de service, c'est ça, c'est de faire les allers-retours, c'est de discuter, c'est de faire avec ce que la personne nous dit, et quand on lui propose, il nous dit bah non, c'est pas du tout ça, et de faire cet aller-retour. Donc, en gros, d'autres compétences, ces fameuses compétences humaines, la communication, la collaboration et l'esprit critique. Et c'est sur ça qu'il faut effectivement continuer à travailler. Juste rapidement, ça je l'évoquais tout à l'heure, mais c'est sur les droits, notamment de diffusion. Donc ça, par exemple, pour Midjourney, donc là vous avez le fameux petit bout de Shutterstock encore imprimé dans l'image. Bon, je vous donne les règles, mais elles sont floues. Retenez juste ça, que c'est flou. Si vous allez sur le site, donc, vous pouvez produire un certain nombre d'images gratuites en allant sur Midjourney, qui n'est pas un site qui passe par en plus une plateforme qui s'appelle Discord, qui est plus une plateforme d'échange et de chat qui est plutôt orientée jeux vidéo. Mais Midjourney est sur cette plateforme-là. Si vous allez sur la version gratuite, vous générez du Creative Commons non commercial. Tout le fil que vous voyez des images, vous pouvez les prendre et les utiliser. Sur le principe, elles sont en Creative Commons non commercial. Le problème, c'est que cette licence-là, donc déjà c'est une licence Creative Commons, qui n'est pas un cadre légal, et elle vous est donnée par une entreprise américaine de droit californien qui vous donne une licence Creative Commons. Voilà, vous comprenez maintenant pourquoi c'est flou. Ça n'a pas de valeur si ce n'est que, voilà, en gros, s'il y a un souci, ça se règle au tribunal. C'est le principe du droit d'auteur final. Mais ça n'empêche pas certaines entreprises déjà de générer, d'utiliser ces images-là. Mais effectivement, vous ne pouvez pas avoir cette garantie-là. Si vous prenez un compte payant, Midjourney fera tout son possible, c'est une citation, pour ne pas diffuser publiquement votre travail. Et effectivement, ça reste pour le moment insuffisant en termes de protection de droits. Mais on va dire que c'est une prise de risque, et certaines entreprises, quand elles ont vu le coût et la qualité, elles ne se sont pas posé la question. Hein. C'est bon, on le fait, si on doit régler des choses ou si ça change, de toute façon, ça coûte tellement moins cher et c'est tellement plus rapide que ça vaut le coup économiquement. Alors il y a d'autres biais dans la génération de ces images. Donc, on a parlé du biais des données tout à l'heure. Là, on en a un exemple dans Stable Diffusion. Donc à gauche, c'est les mots dans le prompt. À droite, c'est ce qui sort. Donc là, forcément, on voit que c'est orienté aussi, que les datasets sont sans doute biaisés ou que l'apprentissage s'est fait sur des images qui étaient pas suffisamment représentatives. Donc vous avez les mêmes problèmes sur la génération de représentation des femmes, aussi sur des métiers ou sur des générations. Il y avait un TEDx au Luxembourg qui avait à la suite fait un programme qui s'appelle Miss Journey, et du coup qui vous génère que des professionnels de ZLE. À chaque fois que vous tapez un métier, vous mettez médecin, vous aurez des images que de femmes médecins avec plein aussi de représentations culturelles. Parce que du coup, effectivement, ces IA-là sont quand même biaisés sur beaucoup de points, et ça, c'est lié à l'apprentissage des données qu'on a utilisées. Après, le fond du biais et de représentation, il est général à cette industrie-là aussi, hein, donc c'est pour ça que ces systèmes peuvent être conçus avec ce type de décalage-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la plupart du temps, c'est pas tant un problème de données, ça à la limite c'est facile à résoudre si on a un bon suivi qualité et qu'on fait attention aux données qu'on utilise. C'est rarement un problème d'algorithme parce que là ce serait des biais dans la construction et finalement c'est des choses qui sont plutôt maîtrisées. Mais voilà, c'est cette situation-là. Beaucoup de gens nous disent que cela montre que l'IA a des préjugés, mais ça nous montre plutôt que nous avons des préjugés et que l'IA les apprend. En gros, c'est la représentation de la réalité. Donc c'était le cas pour Amazon, par exemple, avec son IA qui faisait du recrutement, qui lui proposait que des hommes blancs de 30 ans. Quand ils ont regardé l'algorithme, ils ont dit, bon, il n'y a pas de problème, c'est juste que notre dataset, c'est que ça fait 30 ans qu'on recrute des hommes blancs de 30 ans. Et que quand l'IA, on lui a appris « recrute-moi du personnel », elle a appris ce que l'entreprise considérait comme les meilleurs, et c'était ce type de profil. Donc ça pose d'autres questions éthiques, et c'est pour ça peut-être qu'on peut parler d'éthique en entreprise et en IA, c'est que qui fait ça? Qui va rééquilibrer?
Est-ce que juste on bidouille le dataset, on dit bon bah c'est bon, il n'y a pas assez de femmes, on va en mettre plus? Est-ce qu'on bidouille les décisions en disant bon si on faisait de l'apprentissage, on aurait déduit ça, mais là c'est pas ce qu'on veut, hop, on va augmenter, on va tourner ce bouton-là et on va rééquilibrer ça. Et qu'est-ce que ça nous donne aussi d'avoir des systèmes ou d'utiliser des systèmes qui du coup sont plus intelligents ou ont une vision différente que la réalité dans laquelle on vit? Parce que ça permet aussi éventuellement de lisser les vrais biais et les vraies discriminations, puisque les modèles font semblant de ne pas en tenir compte. Donc pour conclure, l'IA, vous pouvez retenir ça, c'est de toute façon un outil. C'est tout ce que c'est un outil qui a un usage particulier. Cet usage va guider votre choix dans son architecture. En gros, vous allez exploiter des données spécifiques à votre activité. Vous allez choisir une manière de traiter ces données-là, un traitement algorithmique. Cette architecture va dépendre de ce que vous voulez faire. Est-ce que je veux être précis? Est-ce que je veux être transparent? Est-ce que je veux être efficace? Est-ce que je veux pouvoir prouver ou démontrer toutes mes décisions? Est-ce que je veux avoir la main dessus, l'arrêter? Est-ce que je veux faire de la prédiction? Donc c'est vraiment un gros ensemble d'outils. Et comme vous voyez là, donc ça c'est aussi généré par Midjourney. Et vous voyez qu'il n'a pas d'aspect pratique. Si vous regardez un peu de près les outils là, ils n'ont pas de fonction ces outils. C'est des pelles sans voilà, des bouts de machin. En fait, si on le prenait, on ne saurait pas quoi en faire. Parce que voilà, ça ressemble vraiment à un outil, mais il n'a pas de fonction. Si vous demandez à Midjourney de vous dessiner un super vélo 3D, etc., il va vous faire un truc magnifique. Mais si vous zoomez de près, les pignons, il y en aura des triangles, des carrés, il ne sait pas à quoi ça sert. Donc il dit c'est à peu près comme ça, et effectivement c'est à peu près comme ça, mais il n'imagine pas la fonction de cet outil-là. Et ça, du coup, c'est votre rôle de choisir le bon outil pour la bonne fonction. L'autre raison, c'est qu'il faut un minimum de connaissances, et il faut acquérir cette culture-là pour justement choisir et savoir utiliser un outil. Alors qui est capable de me traduire ça dans la salle? Personne? J'ai déjà eu, hein, maintenant je le demande. Ce sont les règles, les instructions pour plier correctement un parachute. C'est important. Donc le genre d'information, je vais être sûr de ce que je fais. Et là, je ne comprends pas ni la question, ni la réponse, ni le sujet. Donc je ne peux rien faire de ça. C'est sans doute très vrai et très intéressant, mais je ne peux rien faire de cette information. Et ça fait partie du travail justement d'usage de ces outils. C'est pourquoi je veux l'utiliser. Est-ce que j'ai l'expertise avant pour l'évaluer? C'est ce qu'on fait avec les élèves. Si on donne ça à un élève, aujourd'hui, le rapport qu'ont les élèves dans l'évaluation, c'est ils prennent leurs devoirs, ils vont faire le truc d'anglais, de maths ou de philo, ils tapent le sujet, ils recopient parce qu'ils n'ont pas de compréhension, enfin, ils ne s'intéressent même pas à ce qu'ils lisent forcément. Ils vont se dire, bon, bah, c'est du blabla comme le prof, ça doit aller très bien, j'envoie ça et c'est sans doute très juste. Donc pour exercer son esprit critique, il faut avoir un minimum d'informations et de connaissances sur le sujet qu'on est en train de traiter. Et du coup, le but du jeu devient d'opposer ou d'identifier les compétences qui seraient spécifiquement humaines et spécifiquement machines. Et on a un peu envie de faire ça. Voilà. Les données, la routine, l'automatisation d'un côté, et de l'autre, la créativité, la dextérité, les relations sociales. Donc en voyant très bien que tout ça n'est pas très juste, hein. Il y a des exceptions des deux côtés, mais l'objectif c'est ça. Sur quelles compétences je devrais parier? Et on a quelques réponses là-dessus, de propositions, donc ce qu'on appelle notamment les compétences du XXIe siècle. Donc là, vous en avez, donc elles ont plusieurs formes, là vous en avez une proposition. Donc la pensée critique, et dedans la collaboration, la créativité, la pensée informatique, donc comprendre comment fonctionne une logique d'ordinateur, d'algorithme, de machine, et la résolution de problèmes, plus toutes les intersections. Ça, c'est ce qui est difficilement reproductible par une machine. Ça, c'est ce qui est dans les métiers qu'on a revus tout à l'heure, qui ne sont pas dans la liste des métiers menacés. C'est les compétences sur lesquelles il faut investir. Et tout à l'heure, je vous ai montré des exemples de chat GPT, etc., qui sont un peu le fond qui touche tout le monde. Le but d'une technologie, c'est en partie de faire gagner du temps. C'est de progresser sur les fonctions et les tâches qu'on fait. Gagner du temps juste, ça ne sert à rien. La version court-termiste, c'est de dire je mets 3 fois moins de temps, donc je peux en faire 3 fois plus, ou j'ai besoin de 3 fois moins de personnes pour le faire. La bonne manière de faire ou conseiller aujourd'hui, c'est
vous gagnez du temps, investissez sur ces compétences-là. Parce que si vous ne le faites pas, de toute façon, l'évolution de la technologie fera que la partie restante, elle sera aussi également sans doute remplacée. Et surtout, vous ne pourrez pas vous distinguer. Parce que sinon, on se retrouve dans la même chose. On a une génération médiane générique. Et ce sont les capacités et les compétences humaines qui nous distinguent pour mettre ces produits-là en valeur. Et donc ma dernière slide, si je reprends les objectifs que je m'étais fixés au début. Donc l'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est? Un ensemble de technologies et de techniques variées qui imitent l'intelligence humaine pour résoudre des problèmes spécifiques. C'est spécialisé. Une IA ne fait pas tout, elle fait un truc très bien. Nous, humains, on est un peu nuls en un peu tout. Voilà. L'IA, elle est très bonne sur un truc particulier. Et même ChatGPT, qui a l'impression de faire tout bien faire, parce que, voilà, encore une fois, c'est du langage, il prédit des mots, il écrit bien, c'est tout ce qu'il fait. De l'IA, pourquoi faire? Potentiellement tout ce qui pourrait se porter ou être fait par de l'intelligence humaine, mais avec des résultats variables, et donc choisir le bon outil pour la bonne tâche, en fonction de ces critères, l'explicabilité, l'usage des données, la protection des données, la fiabilité, les droits, etc. Quel impact pour l'emploi? Une revalorisation des compétences, automatisation, génération et traitement de données ou routine ou spécialisation qui vont s'opposer à la créativité, à l'esprit critique, la collaboration, la communication et l'adaptabilité. Et puis, est-ce que l'IA, c'est pour moi? Mon point de vue, c'est que c'est une question commune. Cette question-là, l'IA, c'est à la fois pour tout le monde, parce qu'on l'est déjà dans notre technologie de tous les jours, et que c'est un enjeu citoyen, c'est un enjeu de salarié, c'est un enjeu sur le travail. Parce que j'ai dit que ça changeait là sur le blues de l'IA, c'est pas juste les compétences, c'est pas juste un choix technologique, c'est que ça transforme la manière dont on voit le travail aussi. Et si on n'accompagne pas les salariés aujourd'hui à les valoriser par rapport au travail machine, on va les perdre aussi. Au même titre qu'aujourd'hui, on perd des élèves parce que la question c'est pourquoi je fais ça, monsieur? Vous l'aurez aussi, cette question-là. Et pourquoi je travaille? Pourquoi je fais cette tâche-là? Pourquoi je fais ce qu'une machine peut faire vite? Et du coup, à quoi je sers? Ou est-ce que je sers juste à relire ou à valider du travail machine? Et donc ça, c'est un accompagnement au-delà du choix technologique qui est vraiment lié aux compétences et à la compréhension de l'impact sur le salarié. Et en dernier, si vous voulez aller plus loin, moi j'ai fini pour ma part. Je vous donne juste quelques slides sur le projet DIVA, qui est un projet européen d'accompagnement de l'université et qui fait, pour le coup, du diagnostic. Donc là, c'était, on va dire, une introduction. Eux proposent vraiment de l'accompagnement sur des audits pour savoir si des solutions d'IA sont adaptées à votre structure, jusqu'à de l'implémentation. Donc c'est un projet européen qui est uniquement dans la région, voilà, orienté, qualifié, accompagné. Et voilà, vous avez ces trois niveaux-là de services. Donc si vous avez des besoins, là pour le coup, plus techniques en entreprise, vous avez cette équipe-là qui est à votre dispo. Je crois que j'ai mis l'adresse à un endroit. Voilà, ça. Et pour ma part, je vous remercie pour votre attention. Merci Bastien. On a 2-3 minutes pour quelques questions, s'il y en a, enfin une ou deux, hein, pour qu'on respecte notre timing. Donc une question ici. Bonjour, Alain Guérin, Vendétech. Et merci pour vos explications, parce que franchement, nous connaissons l'IA les uns les autres, je pense, de nom, mais là, c'était vraiment également à nouveau très clair et passionnant. Quel type d'application conseillez-vous de télécharger, par exemple, sur un smartphone? Parce que je regardais à l'instant les différentes choses téléchargeables sur mon Android, par Play Store. Je ne sais pas quel est le plus efficace pour démarrer, déjà pouvoir faire quelques démarches en IA. Encore une fois, j'ai envie de dire pourquoi faire, enfin pour quelle tâche, parce que
vraiment comme voilà, les applications, si vous voulez générer du texte ou de l'image, ou Là, par exemple, nous sommes dans les systèmes d'impression et les logiciels de dématérialisation. On évoquait à l'instant avec Arnaud, notre chef des ventes, de pouvoir, pourquoi pas, travailler sur une offre innovante via l'IA, pourquoi pas. Ce sont des idées comme ça, hein. En mettant des mots-clés sur ce que l'on fait comme métier, quel type d'offre, quel type de produits et solutions on présente, et voir ce qui peut en ressortir comme ça. Je sais pas, essayer comme ça, sans crainte, sans a priori. De toute façon, sur smartphone, vous allez retrouver la plupart des services dont j'ai parlé là. Donc il y a des versions de ChatGPT maintenant qui sont disponibles. Après, ça va être plutôt de regarder sur... les applications fonctionnent un peu comme vous allez avoir des équivalents de ces fameux plugins ou extensions. Donc il y a des choses qui peuvent être intéressantes dans ce sens-là. Après, si c'est de l'analyse de documents, par exemple, ce que j'ai cru comprendre là, ou de données, c'est plutôt des techniques qui là sont associées à l'IA et qui sont plus anciennes, notamment l'OCR par exemple, c'est ce que vous utilisez dans la facturation. Ça c'est de l'analyse de texte, sauf que c'est l'exemple que je donnais. L'analyse de texte va faire juste, on prend le document, on scanne une image et on va repérer des lettres dedans et des mots. L'étape qu'on pourrait faire maintenant, c'est comment j'exploite ces mots. Donc avant, c'était juste de la base de données et puis on faisait des catégories, on repérait dans le document et on reclassait tout. Là, on pourrait utiliser des LLM comme l'API de ChatGPT pour avoir des usages plus fins peut-être en fonction de votre activité là-dessus. Mais là, c'est de la construction d'applications. C'est pas quelque chose que vous aurez en application unique faite directement téléchargeable. Mais ça peut être... une autre plateforme qui peut être intéressante pour trouver des idées, c'est Hugging Face. Hugging Face, c'est une plateforme qui propose des solutions d'IA en open source. Et il y a plein de choses, la plupart des innovations là, qui sont faites d'usages un peu originaux justement des API de ChatGPT par exemple, viennent de là. Donc là aujourd'hui par exemple, c'est eux qui ont fait le drag to GAN. Donc le GAN, c'est de la génération d'images. Donc vous tapez ce que vous voulez, il va vous générer une image comme on l'a vu tout à l'heure, sauf que là vous pouvez faire du drag and drop, c'est-à-dire que comme quand vous l'étirez, si vous avez une petite voiture, vous la tirez, ça va faire un 4x4, si vous la tirez encore, ça fera un camping-car en temps réel, en direct, c'est du morphing d'IA générative. Et eux, c'est eux qui ont mis ça à disposition, et du coup c'est gratuit, en accès libre. Merci. Et second point un peu plus ludique, vous évoquiez les artistes, les poètes, les auteurs, les écrivains. On peut imaginer un album issu de l'IA, auteur-compositeur IA, sur des thèmes donnés, et on peut aller jusque-là. Bien sûr, il y en a déjà eu. Il y en a déjà qui sont sortis. Après, souvent, donc il y en a un que j'aimais bien qui était un album qui était sur le Club des 27. Donc des stars ou des artistes qui sont morts à 27 ans, donc Amy Winehouse, Kurt Cobain, Jimi Hendrix, etc. Et du coup, ils ont repris... Jim Morrison aussi. Ouais. Faites le concours, retrouvez-les tous. Et ils ont fait un album qu'avec le Club de 27, généré par une IA. Alors, souvent, on fait écouter toute la musique de l'artiste et on dit, ok, voilà, ça c'est du Jimi Hendrix, fais-moi du Jimi Hendrix, il ressemble à ça. Et soit on génère de la partition, qui est ensuite rejouée, soit on génère les sons ou les instruments qui sont reproduits. Donc là, c'est ce qu'ils ont fait eux. Ils ont généré les partitions. Ensuite, ils ont utilisé une autre IA pour générer du texte. Et après, ils ont fait appel à des vrais chanteurs pour faire la chanson. Donc ça, c'est une manière de faire. Et sinon, OpenAI a une chaîne sur SoundCloud qui s'appelle, je crois que c'est juste OpenAI aussi, et du coup, qui générait de la musique. Mais là, pour le coup, c'est de la génération du son entier. Donc là, on fait écouter à la machine tout ce son-là, et elle va générer du texte qui ressemble à ça. Donc elle régénère même des choses que nous, on entend comme une voix humaine. Mais si vous écoutez, c'est comme le texte, c'est n'importe quoi, c'est du blabla, c'est des espèces de phonèmes bizarres. Donc c'est pas très beau, hein, c'est pas clair, mais c'est quand même de la musique, ou nous ce qu'on interprète comme musique, alors que pour celle de la machine, c'est juste des fréquences qui ressemblent à ce qu'on lui a donné comme exemple. Et pour nous, c'est du Nirvana. Ouais, d'accord. Merci beaucoup, c'était ma question un peu plus rock'n'roll.
Il y a quelque chose qui s'appelle Riff Station aussi, pour rester sur la musique. Donc là, vous tapez votre ambiance, vos mots-clés, et en gros, c'est de la musique qui est faite sur du spectrogramme. Donc en gros, c'est de la musique faite par de l'image. Il génère une image d'un spectrogramme. Vous tapez par exemple voilà, plage, Cuba, etc. Et il va changer l'ambiance de la musique, pas en traitant la musique, en modifiant l'image de la musique, donc le spectrogramme, à quoi ressemble l'image quand elle est vue. Et ensuite, c'est renvoyé dans un fichier MIDI qui change la tonalité ou l'ambiance de la musique avec vos mots. Bonjour. Alors, merci tout d'abord pour ces explications. Aujourd'hui, là, tout ce qu'on a vu, il n'y a rien de français, même rien d'européen. Et je ne crois pas qu'il y ait de champion à l'horizon. Je sais que l'Europe est en train de rédiger tout un règlement. J'ai plus l'impression qu'on va se tirer une balle dans le pied plutôt qu'autre chose, parce que nos données, elles ont déjà été pillées, on peut dire ça, entre OpenAI et puis Google. Ils se sont déjà bien allègrement servis. Et là, aujourd'hui, nous, on va se mettre des règlements, des contraintes. Donc je pense que... alors, on ne parle pas de formation non plus au niveau des entreprises. Parce que là, clairement, allez tous sur ChatGPT, faire vos documents, mettre vos informations, même des informations. Alors, il faut faire attention avec vos salariés. Moi, je sais que j'ai déjà fait une formation en interne. Je ne veux pas qu'ils mettent, par exemple, du code. Non, on utilise Copilot. Je ne veux pas qu'ils mettent du code qui va servir à une appli de mon client, parce que ce code-là, il va se retrouver ailleurs. Il va être réutilisé ailleurs. Clairement, aujourd'hui, moi, ça me pose question par rapport à ça. Et effectivement, on ne parle pas du tout de formation. Alors, on peut s'amuser avec ChatGPT. On a joué avec les enfants. Mon fils l'utilisait déjà depuis longtemps avant que je le découvre. Bon, ça, c'est un détail. Mais je pense qu'il faut vraiment être vigilant. Là, je pensais à Clearview, qui a entraîné ses algos. Alors, c'est un logiciel de reconnaissance faciale. Ils ont entraîné leurs algos avec les réseaux sociaux et Internet. Donc, ils ont utilisé tous nos visages, toutes nos photos, mais gentiment et puis sûrement, quoi. Donc, et je pense que là-dessus, il n'y a pas beaucoup d'acculturation. Et oui, c'est super, ChatGPT, c'est vrai que quand on va dessus, c'est sympa. Mais je pense que derrière, au niveau des entreprises, il va falloir quand même être hyper vigilant et pas donner toutes nos informations comme ça. Et surtout sur des dossiers, je parle de la compta, des factures, des machins. Enfin, un peu de méfiance, je pense aussi là-dessus. Oui, bien sûr. Il y a des vrais enjeux de cybersécurité. Ça crée aussi d'ailleurs des problèmes de cybersécurité, parce que la génération de code devient plus facile, et donc voilà, c'est plus facile de générer du code malicieux avec ce type d'application-là. Donc je suis d'accord, il faut former, il ne faut pas utiliser à l'aveugle. Il y a vraiment un processus d'apprentissage et de formation et d'accompagnement à l'usage de ces outils-là. Et c'est vrai pour les élèves, pour les enseignants, ou pour les entreprises, ou pour les salariés, ne serait-ce que pour bien le faire et le faire de manière intelligente, parce que faire du prompt, ça ne s'improvise pas, sinon on fait des trucs un peu bateaux et on a des réponses bateaux. Après, sur le contexte général national européen, donc aujourd'hui on a quelques champions qui émergent, puisqu'il y a eu des levées de fonds importants pour des entreprises françaises qui se positionnent sur le secteur du LLM. On a le cadre européen juridique qui se fait en tâche de fond, le cadre juridique individuel de chaque pays en Europe qui est aussi en train de se positionner. En fait, c'est un petit peu... Aujourd'hui, on n'aura pas de choses émergentes, même en termes de cadre. C'est plutôt une espèce de confrontation de chaque cadre légal à son niveau. La CNIL est saisie sur des choses. Il y a des plaintes contre ces sociétés-là aux États-Unis. L'Italie avait suspendu pendant un temps ChatGPT dans son pays. Il y a le cadre européen aussi qui est en cours. C'est le temps que ces choses-là se rencontrent et créent justement un ensemble suffisamment fort pour définir un petit peu les règles du jeu. Mais effectivement, après, là, c'est pas tant de l'apprentissage, encore une fois. L'apprentissage, il est assez fixe. Quand je vous disais les 300 milliards de mots, là, ça paraît énorme, mais c'est 250 gigas de données. Ça tient sur un PC portable. Le savoir qu'il faut pour entraîner un modèle comme ça. Et en fait, du coup, c'est plus tant de l'exploitation de big data que de créer des modèles puissants qui sont reproductibles et qui sont éventuellement entraînés pour des champs spécifiques. Aujourd'hui, les sociétés qui travaillent sur les LLM et qui essayent d'être en avance, elles essayent de construire des LLM custom pour elles, pour leur entreprise, en local, donc protégés, avec de l'apprentissage sur leurs données et leur champ de travail spécifique. Mais ça nécessite quand même beaucoup de moyens, parce que c'est ça qui est cher.
c'est vraiment l'apprentissage et l'utilisation de ces données. C'est gourmand en énergie, ça coûte extrêmement cher, ça nécessite des données. Mais mais je vous rejoins. Le besoin de formation et de contexte et de règles juridiques, il est important. Mais on est un peu comme dans la même situation qu'en éducation, quoi. C'est le retard et l'écart, encore une fois, c'est aussi un autre risque. Et là, aujourd'hui, la logique, c'est explorer, regarder, mais faites attention, le temps qu'on se donne les moyens d'accompagner correctement tout le monde. Bien, merci beaucoup. On arrête là, désolé pour les questions, mais on a une assemblée générale après, donc on a un programme à respecter. Daniel, je t'invite à faire 2 mots de conclusion. Merci beaucoup, merci à tous nos intervenants. Merci Madame Amiot, merci Madame Girard, merci Laurent de nous avoir mieux fait connaître ce qu'était la facture électronique. Et je crois qu'on a bien compris, vous avez fait une démonstration pédagogique et très claire. Donc pour nous, on l'a plus vu comme une opportunité qu'une contrainte. Donc c'est bien de voir comment on peut, entre aussi l'État et les entreprises, faire quelque chose de très, très positif pour améliorer encore nos processus. Quant à l'IA, merci Monsieur Massé. Vous nous avez aussi fait connaître un peu mieux l'IA. Moi, j'ai perçu le fait que l'homme maîtrisait encore la situation. On est quand même dans un monde qui évolue très vite, c'est vrai. Je pense que ça va nécessiter demain de la formation, un nouvel apprentissage. Mais je pense qu'on maîtrise encore la situation, c'est ce qui me rassure, même s'il y a des problèmes de sécurité, de cybersécurité. Et voilà, je pense que j'ai retenu un mot, l'IA, il faut en user mais pas en abuser. Donc voilà pour ma conclusion. Et merci beaucoup à vous tous en tout cas, et merci à vous d'être venus ce matin. J'ai oublié, je voulais remercier Didier pour l'animation de la table ronde et Christophe pour avoir organisé aussi cette matinale, et Laurent aussi pour être mon partenaire du jour. Merci beaucoup. Et juste un dernier mot sur la précédente diapo, s'il te plaît, Julien. On est une association, on vit grâce à l'adhésion de nos membres. Donc certains d'entre vous nous connaissent très bien, d'autres peut-être un peu moins. Appelez-nous, vous avez nos contacts, mais on peut développer, reproduire ce genre de manifestation sur plein de sujets grâce aux adhérents. Et puis, dernière diapo, s'il te plaît, Julien. Bien entendu, on décale, on se donne un quart d'heure de pause. Le café est à votre disposition encore, on peut continuer de discuter. Et puis, on revient dans un gros quart d'heure pour notre assemblée générale. Merci beaucoup.